La dernière fois que nous avons reçu notre invité, nous avons plongé dans la dure réalité du renseignement et de la période en fait des clandestins. C'est une réelle chance en fait de recevoir notre invité qui a connu le renseignement de guerre froide tout en appréhendant le renseignement moderne. Consultant hors norme pour la télévision et auteur de nombreux livres, j'ai le plaisir de recevoir Sergueï Girnov. Sergueï, bonsoir. Bonsoir. Alors Sergueï, c'est la troisième fois que l'on se rencontre. Est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez vous présenter, dire qui vous êtes, ce que vous avez fait, et ce que vous faites maintenant? En deux mots, je suis un Russe. J'ai quitté mon pays en 2001 quand Poutine est arrivé au pouvoir. Depuis cette époque-là, je suis réfugié en France. Je suis un ancien officier supérieur du service de renseignement extérieur du KGB, c'est-à-dire du service d'espionnage, y compris dans la partie russe pendant une année. J'ai plusieurs formations. J'ai la formation d'économiste international. J'ai la formation de l'ENA, puisque je l'ai fait en France, et la formation bon, donc pour l'espionnage. Et depuis quelque Mhm. temps, donc depuis plus de 20 ans, je vis en France. Je suis un consultant international. J'écris des livres. J'en ai publié 5 déjà en France. Et j'interviens aussi comme consultant pour de nombreux médias, y compris pour la télévision ou les radios. D'accord. Alors aujourd'hui, en fait, si vous le voulez bien, on va prendre un peu de hauteur et faire état de la géopolitique spécifiquement en Afrique. Pour ce faire, j'ai invité à m'accompagner en fait sur la création des questions le club Sully, qui est un club d'échange en fait que nous pouvons retrouver en fait sur LinkedIn et qui m'a aidé en fait à construire le questionnaire. Première question en fait, Sergueï. Quelle stratégie en fait ont les services secrets russes euh, en Afrique, par exemple, au Niger? Et deuxième question, en France, en fait, aussi, on a pas mal d'interrogations sur l'incursion russe dans les affaires françaises. Et vous êtes bien celui qu'il faut interviewer pour en parler, puisque vous avez été à l'origine, en fait, quelqu'un d'infiltré, en fait, en France. Donc voilà, je vous laisse la parole sur la stratégie des services secrets russes. Euh, Déjà, c'est deux questions différentes, complètement différentes, parce Ouais. que l'Afrique, c'est un monde à part, et la France, c'est complètement différent. La France fait partie des pays de l'OTAN, fait partie des pays développés, et donc on va pas chercher la Russie ne va pas chercher la même chose en France et sur le continent africain. Donc il faudra séparer déjà ces questions. Oui. En France, c'est très simple. France fait partie donc du bloc des pays de l'OTAN, c'est-à-dire de l'ennemi potentiel de la Russie. Parce que la Russie considère que son ennemi numéro un, c'est l'OTAN qui a à sa tête les États-Unis d'Amérique. Et donc ça, c'était du temps de l'Union soviétique, là, quand j'étais officier supérieur dans le service de renseignement du KGB. Et ça reste toujours la même chose, actuellement sous Poutine. Et donc tous les imbéciles en France qui disent qu'il faut mettre en valeur l'amitié entre la Russie et la France ne comprennent pas que tous les services spéciaux de Poutine, le ministère de la Défense de Poutine, le ministère des Affaires de Poutine considèrent la France comme un pays ennemi. Et Mhm. donc, dans le pays ennemi, bien évidemment, en attendant la guerre, puisqu'il se prépare aussi pour la guerre atomique contre la France, Mhm. euh, on la prépare en envoyant des espions. Et Poutine utilise le service d'espionnage beaucoup plus que du temps de l'Union soviétique, le KGB, quand j'y étais. À cette époque-là, on vivait dans une guerre qu'on appelait la guerre froide, Oui. dans un monde qui était séparé en deux parties idéologiques. Donc il y avait le capitalisme qui était représenté par les pays développés Oui. et le communisme qui était représenté par l'Union soviétique. Et entre les deux, il y avait les pays non alignés ou les pays du tiers-monde qui ne faisaient partie ni des uns ni des autres. Et Oui. donc, envers les pays capitalistes, il y avait énormément d'espions pour savoir qu'est-ce que ces pays capitalistes préparaient comme guerre pour l'Union soviétique. Parce que Mhm. l'Union soviétique, déjà, avait une doctrine comme quoi le monde entier faisait la guerre à ce beau pays
qui était une victime universelle, et tous les pays autour ne pensaient qu'à lui faire du mal. Et donc, bien évidemment, ça servait d'explication pourquoi ce service doit s'armer en permanence, Oui. doit avoir des services de sécurité, etc. Poutine, dans cette optique-là, a hérité complètement de cette folie soviétique, tout en sachant que Poutine, contrairement à l'Union soviétique, n'a pas d'idéologie. Parce qu'en fait, du temps de l'Union soviétique, on pouvait être d'accord ou pas d'accord, mais l'Union soviétique avait au moins quelque chose, une offre idéologique, parce qu'il proposait un modèle qui était différent de celui des pays occidentaux. Poutine n'a pas de modèle à proposer différent. Son modèle, c'est le même capitalisme qu'en France, sauf que c'est un capitalisme corrompu, c'est un capitalisme qui est d'oligarchie. C'est la seule différence. Mais Poutine est un obsédé des services secrets parce que, en fait, il a eu sa carrière pendant un certain temps dans les services de renseignement. Il a raté cette carrière et donc, en fait, il veut se venger en quelque sorte et des services, y compris des services spéciaux russes. Et donc, en fait, il a obtenu le doublement des moyens des services secrets en Russie actuellement. Donc en fait, dans le SVR, qui est l'héritier de la première direction générale du KGB, qui est l'espionnage extérieur, il y a 2 fois plus de personnel qu'à mon époque. Voilà. Et donc tous ces gens-là vont à l'étranger, et bien évidemment pour chercher les secrets, pour voler les papiers, pour voler les documents, pour recruter les sources d'information, mais pour recruter aussi des gens dans les partis politiques. Et nous savons très très bien qu'il y a un certain lobby que la Russie a réussi à obtenir dans tous les partis, mais surtout à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Voilà. Et donc ça, c'est pour résumer ce qu'ils font. Et bien évidemment aussi, parce qu'en fait, sous Poutine, la Russie, vous voyez, j'ai failli dire l'Union soviétique, la Russie est devenue un pays en fait du tiers-monde, parce qu'en réalité, l'économie russe, c'est une économie très pauvre, très petite. Le PIB russe ne représente que 3% du PIB mondial. Et donc, elle ne peut pas faire la concurrence ni aux États-Unis, ni à la Chine, ni à l'Europe occidentale. Et donc, par rapport à ça, il faut compenser par l'espionnage. Et donc, en fait, tout ce que la Russie ne peut pas produire elle-même, elle va voler chez vous, chez nous, enfin en Occident, en Chine, partout où il y a des gens qui sont plus intelligents, plus laborieux, qui ont plus d'initiatives et qui produisent des choses que les Russes n'arrivent pas à produire. Et en même temps, la prétention d'être la grande puissance, puisque la Russie a hérité de 45% de l'arsenal nucléaire mondial, c'est-à-dire de l'arsenal soviétique, mais même cet arsenal-là, il fonctionne assez mal, mais Poutine croit que, en fait, c'est l'argument extrême pour dire que la Russie, c'est un grand pays. Et donc, sur le continent africain, c'est un peu différent, parce qu'en fait, il n'y a pas d'OTAN, de l'OTAN sur le continent africain. La Russie, c'est une petite économie, c'est-à-dire c'est une économie inexistante. Pour vous donner juste un chiffre, il vous donnera l'ordre d'idée. Les échanges commerciaux entre la Russie avec 54 pays du continent africain, c'est 18 milliards d'euros par an. 18 milliards d'euros par an. La Chine, c'est 300 milliards et l'Europe occidentale, c'est 412 milliards. Ça veut dire que la Chine et l'Europe dépassent de 40 fois la Russie au niveau économique. Donc la Russie ne peut absolument rien faire économiquement sur le continent africain. Elle est dépendante. Mais en revanche, si on veut être un peu direct, voire un peu vulgaire, elle veut foutre la merde partout où elle va. Et en fait, c'est ça le truc. Et donc, la Russie de Poutine a bien maîtrisé cette technologie, c'est-à-dire, en fait, ils vont envoyer soit des espions, soit des groupes paramilitaires qui, soi-disant, ne dépendent pas de l'État, mais en réalité sont les groupes de l'État, style Wagner. Comme c'était le cas à Wagner. Comme c'est le cas à Wagner. Pour trouver
les pays dans lesquels il y a des problèmes. La plupart de ces pays, ce sont les pays pauvres, pour la grande majorité, donc qui n'ont presque pas d'issue de développement et qui se considèrent sous-exploités et sous-développés de la part des pays occidentaux. Et donc, en fait, qui ont développé exactement la même logique que la Russie, c'est-à-dire ils se disent victimes ou prétendues victimes d'un colonialisme occidental qui a eu lieu, bien évidemment, dans le passé. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Mais donc, en fait, ces pays-là ne peuvent pas se développer eux-mêmes et refusent de se développer avec les pays qui sont plus riches, plus puissants, etc. Et donc, la Russie de Poutine exploite cette situation, ces failles. Voilà. Donc ça, c'est pour les pays les plus pauvres, qui sont les pays, la plupart du temps, les pays du Centrafrique. J'avais une question subsidiaire, en fait, mais qui est intéressante. En fait, par exemple, au Niger, en fait, le sens caché du putsch, est-ce que vous pensez que c'est de l'influence russe ou... Je crois que les Russes avec Wagner ne sont pas très loin au Niger. Ne sont pas très loin, parce que justement la situation était compliquée. C'est un pays qui n'est pas un pays très riche. C'est un pays où disons le ressentiment anti-français a effectivement lieu, et les Russes l'ont bien vu, l'ont bien constaté, et donc l'ont bien exploité, comme ils l'ont exploité à Burkina Faso, comme ils l'ont exploité au Mali, comme ils ont exploité aussi ce ressentiment occidental en Afrique centrale, au Soudan, etc. Donc effectivement, il y a une différence par rapport aux pays qui sont riches et par rapport aux pays qui sont riches, c'est-à-dire l'Égypte et l'Algérie. Donc ça, c'est différent. Et la Libye éventuellement aussi, parce qu'en fait, c'est les pays qui possèdent beaucoup de richesses naturelles. Et donc, en fait, par rapport à ces pays-là, la Russie de Poutine, en fait, est héritière de tout ce qu'a fait l'Union soviétique dans les années 50, des années 1950, 60, 70, lorsqu'il y a eu le continent africain qui a obtenu l'indépendance au fur et à mesure. En fait, il y a quasiment tous les pays de l'Afrique qui sont libérés de leurs liens coloniaux avec les anciennes métropoles, la France, la Hollande, les États-Unis, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, etc. Et l'Union soviétique, du coup, leur proposait un autre modèle idéologique. Et donc, ce modèle, pour un certain nombre de pays, marchait à cette époque-là. Maintenant, Poutine ne leur propose pas un autre modèle idéologique. Il leur propose tout simplement, donc en fait, deux choses. Il tape d'abord les dirigeants corrompus d'un certain nombre de pays, et il leur propose d'être leur garde. En fait, par exemple, Wagner, les hommes de Wagner, font la garde personnelle d'un certain nombre de dictateurs et donc leur assurent leur sécurité. Donc ça, c'est la première chose, en se faisant bien évidemment payer. Et quand c'est pas en argent, à ce moment-là, ils se font payer sur les richesses naturelles de leur pays. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ils leur fournissent des instructeurs qui forment les forces armées de ces pays, là aussi, avec la présence des instructeurs de Wagner, qui ne combattent en général pas sur le continent africain. Mais d'après ce que vous dites en fait sur Wagner, là, est-ce que la mort de Prigojine a changé la donne sur les positions wagnériennes en fait en Afrique? Normalement, oui. Normalement, oui, parce que en fait, Prigojine, qui n'était que un gestionnaire de Wagner. Parce que Wagner, en réalité, c'est une émanation des services militaires des forces armées russes, de l'État étatique, qui sont financés par l'État russe. Donc ce n'est pas Prigojine, un homme d'affaires qui a pris son argent propre et qui a mis dans une compagnie privée pour après aller chercher des projets en Afrique. Non, il était juste un gestionnaire
pour le compte de l'État russe, Oui. mais l'État russe qui ne voulait pas être impliqué directement. En fait, il a créé ce groupe Wagner pour dire, nous, l'État russe, nous ne sommes pas là-dedans, c'est juste une compagnie privée, ils font ce qu'ils veulent, mais nous, on n'est pas responsables quand il y a des exactions, quand il y a des crimes de guerre, quand il y a des tortures, quand il y a des violations des droits de l'homme. Ce n'est pas la Russie qui fait ça, c'est les Wagner de Prigojine. Sauf que Prigojine a, disons, s'est trompé un tout petit peu sur son compte. Il a commencé à croire que c'est lui, en fait, qui dirigeait ce groupe. Et pour lui rappeler que ce n'était pas le cas, Poutine l'a tué ou l'a fait tuer. Et surtout parce que Prigojine aussi a essayé de renverser quasiment Poutine au mois de juin, et donc de toute façon il était condamné. Mais actuellement, ce qui se passe actuellement, c'est que la Russie est en train de mettre de l'ordre là-dedans, c'est-à-dire ils ont envoyé un vice-ministre des affaires de la Défense, Yevkourov, qui a fait un voyage d'affaires en Syrie et dans les pays d'Afrique pour leur dire que en fait Wagner ce n'est pas Prigojine, Wagner ce n'est pas une compagnie privée, Wagner c'est Poutine, Wagner c'est la Russie, et c'est pas parce que Prigojine est mort que Wagner que les activités de ce groupe vont se terminer. Non, la Russie est toujours là, la Russie finance toujours ce groupe, et partout où il est, il va être présent, mais maintenant pour le compte de la Russie. Et donc, c'est pas parce que Prigojine est mort que ça va changer quoi que ce soit. Mais pour bien prendre la distance avec cette histoire de Prigojine qui a fait une sorte de rébellion, et ça marque mal, donc très certainement, ils vont peut-être changer de nom, et ils vont appeler Mozart, ils vont appeler, je sais pas, Beethoven, mais ce sera plus Wagner, mais ce sera exactement les mêmes personnes, les mêmes groupes, et surtout, ce sera exactement le même État de Russie et le même fric russe de Poutine. Et donc, il y a eu déjà Yevkourov qui a fait ça, et il y a même le général Surovikin qu'on a revu en Algérie il y a quelques jours, là aussi pour faire comprendre aux partenaires africains que la Russie est toujours là. Ok, on a bien compris en fait le sens en fait caché des putschs de l'armée de Wagner en fait qui finalement n'est plus et qui va être rattaché directement à l'armée russe. Moi, j'avais une question en fait sur le retrait de la force Barkhane dans ces pays. Oui. S'il n'y avait pas eu Barkhane, en fait, il y a un militaire l'autre jour que j'écoutais, mais je ne sais plus qui disait on aurait eu une Afrique en fait avec un État islamique, juste un continent avec un État islamique. En fait, est-ce que vous pensez que Barkhane a été utile dans ces affaires-là, ou quel est votre point de vue sur la force Barkhane? Je crois que, en fait, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que on veut bien faire, Oui. mais il y a toujours le vieux dicton qui dit que avec les bonnes intentions, L'enfer est la pavé de route, bonnes intentions. voilà, l'enfer, la route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions. Et Oui. donc en fait c'est ça, parce que la France, quand elle est intervenue avec d'autres pays, donc au Sahel et en Afrique en général, pour par exemple aussi en Libye pour Oui. renverser par exemple Kadhafi. Donc ils ont cru bien faire. Sincèrement, je crois qu'en fait les pays occidentaux ne voulaient pas s'emparer de ces pays, soi-disant pour les exploiter, etc. Non, ils savaient très très bien qu'il y avait des terroristes islamistes, qu'il y avait des émanations d'Al-Qaïda et puis après Oui, de l'État islamique. d'État islamique, Daesh. et donc de Daesh, et qu'il fallait intervenir, et que les gouvernements locaux et les forces armées locales et les services secrets, les services de sécurité locaux n'arrivaient pas à en finir. Et donc il fallait leur donner un coup de main. Et ça, c'était sincère. Et d'ailleurs, au début, ils ont réussi. En fait, c'était les 5 premières années, c'était la réussite. Le problème, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que les forces françaises et étrangères étaient sur le sol africain, il y avait derrière
les opérations de SAP de Russie d'un côté, et de l'autre côté, il y avait aussi ses propres systèmes idéologiques islamistes qui travaillaient et qui disaient, vous voyez, en fait, tous ces pays occidentaux, en fait, ils veulent voler les Africains, etc., etc. Et donc, malheureusement, ça a changé la mentalité locale. Et donc, même si la France, entre autres, voulait rendre service à ces pays-là, pouvait rendre service à ces pays-là, l'histoire a fait que ces pays-là n'ont pas voulu de la France. En fait, si vous voulez, c'est comme si, on peut donner un exemple beaucoup plus simple. Vous savez, il y a un ado qui commence à se droguer, qui commence à fréquenter des gens qui sont complètement des bandits ou des voleurs ou des dealers. Et les parents qui veulent l'aider, en fait, cet adolescent ne va absolument pas les écouter. Et même les éducateurs qui vont l'aider, il ne va pas les écouter. Et donc, il va se suicider en quelque sorte, ou il va se mettre dans la situation difficile. C'est ce qui s'est passé avec l'Afrique. Très bien. Maintenant, j'ai une question en fait aussi précise sur l'ambassadeur. Alors, on parle beaucoup de lui, l'ambassadeur en fait au Niger. On parle beaucoup de lui parce que est-ce qu'il faut qu'il reste en fait au Niger? Est-ce qu'il faut qu'il maintienne ses positions? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? À moi, personnellement, c'est difficile d'intervenir là-dessus puisque j'ai le statut de réfugié, donc je ne suis pas français, je n'ai pas la nationalité française, et vous savez très très bien que le ministère des Affaires étrangères, c'est un ministère régalien, c'est la France qui décide ce qu'elle veut, et donc cette politique internationale est dirigée par le président de la République en France, et c'est lui qui décide ce qui est bien ou pas bien. Et donc, à la limite, si l'ambassadeur, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui est aussi guidé par le président de la République, a décidé que l'ambassadeur doit rester, c'est qu'il doit rester. Très bien. J'ai une question aussi subsidiaire sur les flux migratoires. En fait, on observe en fait qu'il y a des flux partant du Sahel, en fait, qui remontent après vers le Maghreb et qui arrivent en Europe. Est-ce que vous pensez que ces flux migratoires-là peuvent-ils être instrumentalisés par la Russie, par exemple, pour tous les flux migratoires sont systématiquement instrumentalisés. Si c'est pas par la Russie, ça peut être par d'autres puissances. Ça peut être par la Chine. Ça peut être par les islamistes. Donc, bien évidemment, un exemple très concret. Si on sort du continent africain, on revient en Europe. Vous avez Loukachenko, qui est le dictateur de Biélorussie, de Bélarus. Et donc, on sait très très bien qu'il a organisé. Il a fait venir des gens de l'Afrique par avion pour après les amener à la frontière de la Pologne et de la Lituanie pour que ces gens-là forcent ces frontières et arrivent sur le continent européen, de l'Europe occidentale. Et donc, bien évidemment, c'est quelque chose de très structuré. Pour Biélorus, ça a commencé il y a 4 ans, et tous les ans, vous avez à peu près 20 000 personnes qui essaient de casser les frontières et d'arriver, de passer de l'autre côté de la frontière. Vous avez la Syrie et même la Turquie, qui a utilisé exactement la même chose. En fait, quand il y a eu la guerre en Syrie, il y a eu beaucoup de personnes qui sont réfugiées en Turquie, et la Turquie, à un moment donné, elle a dit, bah écoutez, soit vous me donnez des sous, soit je laisse tous ces migrants partir en Europe occidentale. Et ils ont ouvert les frontières, et donc du coup, il y a eu des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui sont ruées vers la Grèce, vers la Bulgarie, pour passer en Europe occidentale. Et donc, bien évidemment, vous voyez, il n'y a pas que la Russie qui utilise ça. Non, il n'y a pas que la Russie qui utilise ça, mais la Russie peut bien évidemment être derrière. Pas directement, puisque la Russie n'est pas présente autrement que par ses ambassades et par les réseaux Wagner sur le continent américain. Et il faut pas exagérer non plus. Les réseaux Wagner, c'est pas énorme non plus. Hein, c'est pas des millions de personnes. Mais bien évidemment, ils manipulent les gens avec lesquels ils travaillent, manipulent les dictateurs auxquels ils assurent la sécurité, ils manipulent les forces armées auxquelles ils donnent des
des instructions, et bien évidemment, il les pousse éventuellement à utiliser ces flux migratoires pour créer des problèmes à l'Europe occidentale qui est considérée comme leur ennemi. Et donc, bien évidemment, c'est ça rend service à la Russie parfaitement. En économie, maintenant, en fait, est-ce que si je pose une hypothèse, en fait, mais qui est assez plausible, en fait, la baisse du commerce européen et surtout des investissements en Afrique, en fait, par rapport à la Chine et la Russie, est-ce que ça a pu, ces éléments-là économiques, en fait, influencer l'émergence des coups d'État? Donc, comme je vous ai dit, Oui, dans le domaine économique, la Russie est un pays inexistant. inexistant, oui. 18 milliards par an pour 54 pays, vous ne faites absolument rien par rapport à ça. Et en plus, la Russie vend pour 14 milliards et achète seulement pour 3 milliards ou 4 milliards. Et dans les ventes de la Russie, la plupart de ces ventes, c'est les armes qu'elle vend. Hmm. Et donc, si vous voulez, elle ne fait pas le poids économique, parce que la France, par exemple, les échanges avec la France, c'est 66 milliards par an, donc déjà c'est 4 fois plus que les Russes, ou presque 4 fois plus, et la France achète beaucoup plus qu'elle ne le vend, qu'elle ne vend en Afrique. C'est-à-dire que Ouais, quand la France achète, par exemple, de l'uranium au Niger, oui. c'est pour cet argent est gagné par le pays et donc le pays peut se développer grâce à cet argent-là. Hmm. Et donc la Russie ne fait pas ça. La Russie, en fait, leur vend des armes et les pousse à faire les guerres, les pousse à faire les putschs contre les pays occidentaux. Donc c'est complètement différent. La Chine, par rapport à ça, c'est différent. Parce que, comme je vous ai dit, le poids économique de la Chine, c'est 300 milliards par an en Afrique. C'est le premier investisseur Hmm. en Afrique. Mais la Chine, c'est pareil. Elle ne vient pas non plus pour développer ces pays. En fait, elle vient là pour se servir de leurs matières premières, mais tout en apportant quand même des investissements, mais des investissements qui ne servent que pour organiser les productions qui vont servir la Chine. Vous avez dit précédemment en fait que la Russie exerce en fait une politique offensive euh, majeure en fait à l'étranger. Si on parle franco-français, en fait, est-ce que vous pensez, vous qui avez par exemple infiltré l'ENA il y a quelque temps maintenant, est-ce que vous pensez que vous avez fait des ersatz et est-ce qu'il y a d'autres, qu'il y a une influence russe actuelle qui infiltre les services français? Certainement. Ouais. Certainement, après on peut pas le dire Oui, on peut parce pas qu'on attaquer exact. on n'a pas de preuves, mais je vois pas pourquoi ça changerait. Ouais, Parce que comme je vous ai dit, Poutine utilise des services secrets. Il a 2 fois plus de services secrets que à mon époque n'avait l'Union soviétique. Et donc, s'il a 2 fois plus de services secrets, ils vont pas quand même rester à Moscou sans rien faire, hein. Donc, bien ouais. évidemment, il y a 2 fois plus de gens qui sont en France pour essayer de recruter les gens, pour infiltrer, etc., etc. Bien évidemment. On approche en fait de la fin. Je vous laisse le mot de la fin, Sergueï, en fait, comme d'habitude, en fait, sur les ondes clandestines. Je vous laisse vous exprimer sur ce que vous souhaitez. Disons que en fait tout ça pendant cette émission, j'ai essayé de vous montrer que la Russie n'est pas un pays amical pour la France, n'est pas un pays amical pour l'Afrique, est un pays qui est avec une politique très agressive. Et l'intérêt de la Russie, c'est de créer des problèmes partout où elle va et malheureusement, le problème, c'est que beaucoup de gens, sincèrement, croient que c'est du n'importe quoi et qu'ils croient que la Russie et Poutine, ce sont des personnes extraordinaires qui ne pensent que faire l'amitié, soit pour le continent africain, soit pour la France. Et c'est complètement faux. Eh bien, c'était le mot de la fin, Sergueï. Encore merci pour votre disponibilité. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain volet des univers de la sécurité. Je vous remercie, Sergueï. Merci.